Bonjour Loël, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, on va découvrir le chou Todd. Elle est apparue sur les podiums comme une gifle. Chloé Lecarreux ne défilait pas. Elle flottait, elle dérangeait, elle imposait sa liberté comme un manifeste silencieux. Trop solaire pour être glacée, trop instinctive pour se soumettre aux chorégraphies parfaites des défilés, elle ne ressemblait à personne. Et c'était exactement ce que les maisons de mode voulaient à ce moment-là. Un jour, elle refusait un contrat avec une grande marque car il fallait changer la couleur de ses cheveux. Le lendemain, elle posait nue dans une forêt pour une campagne éco-responsable. Sans jamais hausser la voix, elle faisait tout exploser. Elle était cette fille qui disait non aux règles, mais avec grâce. Une égérie sauvage, un esprit libre coincé dans une industrie qui exigeait docilité et perfection, mais derrière cette aura d'insoumise bohème, il y avait un autre visage, moins connu, celui d'une enfant solitaire élevée entre silence et paysage infini qui a dû apprendre à exister sans se justifier. Une fille qui cherchait avant tout à vivre selon ses propres lois, loin des flashs et des contrats dorés. Avant de devenir cette icône fugace de la mode française, qui était-elle vraiment ? Et pourquoi a-t-elle un jour tout quitté sans faire de bruit ? Chloé Lecarreux n'a jamais été une enfant des villes. Elle n'a jamais couru après les néons ni rêvé de vivre à Paris. Elle est née là où le ciel semble plus vaste que les rêves eux-mêmes, dans le sud-ouest de la France, entre les dunes blondes, les vents de l'Atlantique et l'odeur du pin. Une enfance bercée par le sable, les vagues et un certain sentiment de solitude sauvage. Ses parents n'étaient ni artistes ni mondains. Son père, marin discret et peu loquace, lui a appris le silence comme un langage. Sa mère, infirmière, lui a transmis la douceur du soin, mais aussi une forme d'oubli de soi. Dans cette maison, on volait bleu, on parlait peu, mais on ressentait beaucoup. Chloé grandissait au rythme du vent et des marées, les pieds nus et l'esprit libre. À l'école, elle était celle qui regarde par la fenêtre, l'élève rêveuse, distraite, parfois qualifiée d'étrange. Elle ne rentrait dans aucune case. Elle n'aimait ni la compétition ni les bavardages. Elle préférait écouter les oiseaux ou dessiner des visages qu'elle ne connaissait pas. Très tôt, son apparence détonnait. De longs membres désarticulés, un regard couleur sel et cette bouche pleine qui semblait toujours prête à dire non. Les autres enfants la regardaient avec méfiance, parfois avec moquerie. Elle ne répondait pas, elle observait, elle absorbait. Et derrière ces silences, une tempête prenait forme. Loin des jeux classiques, elle créait ses mondes intérieurs. Dans les pins, derrière la maison, elle improvisait des défilés pour personne, habillée de tissus récupérés, les cheveux emmêlés par le vent. Elle ne savait pas encore que la mode allait la chercher, mais elle savait déjà qu'elle ne voulait appartenir à rien ni à personne. À l'adolescence, son corps s'est allongé comme un cri silencieux, trop grande, trop fine, trop atypique pour être populaire. Elle se sentait comme une note dissonante dans une chanson répétitive. Les garçons l'évitaient ou la regardaient avec cette étrange fascination teintée d'incompréhension. Elle ne cherchait pas à plaire, elle cherchait à s'échapper. À 15 ans, elle commençait à surfer seule, avant l'aube, pour éviter les regards. La mer était son seul miroir. Elle y projetait ses peurs, ses colères, ses envies d'ailleurs. Elle n'avait pas de modèle, pas de mentor, seulement une certitude floue. Elle ne voulait pas d'une vie normale. C'est peut-être là, dans cet entre-deux fait de nature brute et de silence imposé, qu'est née l'essence de Chloé Lecarreux. Une fille qui ne réclamait rien, mais qui rayonnait malgré elle. Une enfant sauvage que le monde allait bientôt tenter d'apprivoiser. Ce n'était pas un rêve, ce n'était même pas une envie. C'était un hasard, presque un malentendu. Chloé Lecarreux n'a jamais postulé pour être mannequin. C'est le monde de la mode qui a frappé à sa porte, à l'improviste, alors qu'elle n'attendait rien. Elle avait 17 ans, elle venait de décrocher son bac, sans éclat, mais avec soulagement. Elle ne savait pas encore ce qu'elle ferait de sa vie. Les études ne l'attiraient pas. Elle rêvait vaguement d'aventures, de voyages, de liberté. Ce jour-là, elle accompagnait une amie à Paris pour un concours photo amateur. Elle était venue en jean large, chemise de lin froissée, cheveux en bataille. Juste pour tenir compagnie. Mais dans la salle d'attente, c'est elle qu'un photographe repéra. Pas l'amie. Elle, l'ombre silencieuse au fond du couloir. Il s'appelait Julien. Il avait l'œil. Et il avait vu en elle ce que peu savaient nommer. Une présence. Pas une beauté formatée. Quelque chose de brut, de magnétique. Il l'a abordée doucement, lui a demandé si elle avait déjà posé. Elle a ri, gênée. « Je ne suis pas photogénique », a-t-elle dit. Il a insisté, presque avec tendresse. « Ce n'est pas ton image qui m'intéresse, c'est ton absence d'image. » Le lendemain, il l'a invitée dans son studio, dans le Marais. Elle a hésité. Elle n'aimait pas l'idée d'être observée, capturée.
Mais sa curiosité l'a emporté. Ce jour-là, devant l'objectif, quelque chose s'est passé. Elle ne posait pas, elle résistait. Et c'est justement ce refus de séduire, cette tension contenue, que l'objectif a adoré. Les clichés en circulaient, d'abord sur des forums de photographes, puis dans les mains d'une agente. En une semaine, elle recevait une proposition de contrat. Son père n'a rien dit, il a hoché la tête. Sa mère, elle, s'est inquiétée. « Mais ce monde-là, ce n'est pas pour toi. » Chloé ne savait pas si c'était une mise en garde ou une prophétie. Mais elle a dit oui, pas pour devenir célèbre, pour voir, pour comprendre, pour tester ses limites. Son premier casting officiel fut pour une marque de prêt-à-porter française. Elle s'y rendit en robe d'été, sans maquillage, sans bouc. Les autres filles l'ont regardée comme une étrangère. Trop naturelle, trop silencieuse. Mais le directeur de casting a levé les yeux, a fixé son regard et a murmuré « Elle ne joue pas. C'est pour ça qu'elle est parfaite. » À partir de là, tout s'est accéléré. Elle enchaînait les séances photos, les rencontres, les propositions, mais elle restait sur la réserve. Ce monde l'attirait autant qu'il la mettait mal à l'aise. Trop codifié, trop rapide, trop bruyant. Elle gardait ses distances, refusait les soirées, les fêtes, les interviews. Elle ne voulait pas être une star. Elle voulait juste vivre plusieurs vies dans une seule. Et la mode, à ce moment-là, était une porte ouverte vers l'inconnu. Ce qui la rendait unique, c'était cette absence de désir de plaire, ce détachement tranquille, ce regard d'outsider posé sur un monde d'apparence. Elle n'était pas entrée dans la mode pour s'y fondre, mais parce qu'elle y avait été appelée, comme un animal sauvage qu'on tente d'apprivoiser, sans jamais y parvenir tout à fait. Ce n'est pas sur un podium de Milan ni dans un shooting à New York que Chloé Le Carreux a brillé pour la première fois. C'est dans une campagne pour Saint-Laurent. Une série de photos en noir et blanc, brutes, nues d'artifice, où elle apparaissait comme une apparition. Sauvage, hypnotique, presque mystique. La presse ne connaissait pas encore son nom, mais déjà on parlait d'elle comme d'une énigme. La mode, pourtant saturée de visages, s'est arrêtée devant le sien. Non pas pour ses traits, bien que frappants, mais pour l'attitude. Une manière de ne pas se soumettre, de poser sans poser, de défiler sans chercher la lumière. Quand elle marchait, elle ne dansait pas, elle fondait l'air. Elle traversait l'espace avec une gravité tranquille, comme si elle venait d'un autre monde. Très vite, elle devient la muse de plusieurs photographes. Peter Lindbergh la voulait pour sa mélancolie, Jürgen Teller pour sa désinvolture, et Mario Sorrenti pour cette tension animale qu'elle portait en elle. Elle était insaisissable. Chaque photo d'elle semblait raconter une histoire, mais jamais la même. À Paris, elle enchaîne les défilés, Isabelle Marant, Jacques Mus, Chloé, mais aussi des noms plus rares, plus alternatifs qu'elle choisissait elle-même. Car Chloé ne signait pas tout. Elle triait avec une exigence féroce. Un jour, elle refuse une campagne mondiale pour une marque de luxe car les valeurs véhiculées l'agacent. « Je ne veux pas être belle pour vendre une prison », aurait-elle dit. Sur les podiums, elle devenait autre. Sa longue silhouette, son port de tête un peu défiant, ses pas souples mais décidés, elle ne faisait jamais le show, elle racontait une émotion. C'est d'ailleurs ce que disait souvent Simon Porte-Jacques Mus. Chloé, elle marche avec le cœur. En une saison, elle se retrouve en couverture de plusieurs magazines indépendants, de ceux qui osent bousculer les codes. Pas de maquillage outrancier, pas de retouches excessives. Elle y apparaît souvent à contre-jour, de dos ou les pieds dans la boue. Une esthétique que certains jugent trop brute, mais que d'autres acclament. Elle ne cherche pas l'unanimité, elle cherche la vérité. Le sommet, peut-être ce soir de septembre à Paris, où elle ouvre le défilé d'une grande maison sous une pluie artificielle. Elle est pieds nus, cheveux trempés, robe en lin froissé. Le public retient son souffle. Elle ne sourit pas. Elle traverse la scène comme une tempête calme. Et à la fin, quand les lumières s'éteignent, une standing ovation, pour elle. Pas pour la collection, pour elle. Mais ce qui frappait, au-delà des apparitions publiques, c'était son retrait volontaire. Elle refusait les interviews, apparaissait à peine sur les réseaux sociaux. Son compte Instagram était une suite d'images floues, de ciel, de vagues, de fragments de visage. Aucune mise en scène, rien à vendre. Juste une présence, authentique, fugace. Elle n'était pas partout, mais là où elle était, elle captait tout. Et dans ce monde de saturation visuelle, Chloé Le Carreux était une respiration. Une beauté à contre-courant, un silence au milieu du vacarme. Une étoile filante qui brillait plus fort.
précisément parce qu'elle refusait de rester. Dans un monde où l'on attend des mannequins qu'elles obéissent, sourient, s'adaptent, Chloé Le Carreux a très vite imposé une autre manière d'exister. Elle ne faisait pas scandale, elle ne criait pas. Elle opposait simplement un refus calme, radical, à tout ce qui sonnait faux. Et ce refus est devenu sa signature. Alors que beaucoup de jeunes modèles rêvent d'être le visage de marques mondiales, Chloé a décliné plusieurs contrats de prestige, pas par caprice, par conviction. Un jour, une grande maison lui propose une campagne à 7 chiffres, à condition de teindre ses cheveux en blond platine et de porter des tenues de fourrure. Elle répond simplement « Mon corps ne porte pas ce qui tue ». Le contrat s'envole, mais elle ne vacille pas. Elle refuse aussi le jeu des réseaux sociaux, là où d'autres enchaînent les partenariats, les codes promo, les filtres de beauté. Elle poste une photo floue d'un coquillage, une citation d'un poète chilien, une vidéo d'un renard dans la forêt. Pas de visage, pas de produit. Une forme de résistance douce, mais puissante. « Je ne suis pas une vitrine, je suis un passage », écrira-t-elle un jour en story, avant de la supprimer quelques heures plus tard. Chloé ne se conforme pas non plus aux diktats esthétiques. Elle refuse les régimes, les interventions, les conseils de retouche. « Je ne veux pas être corrigée, je veux être lue », dira-t-elle à une styliste qui lui reprochait ses cernes. Elle pose nue, mais jamais pour séduire, pour revendiquer. Son corps n'est pas un objet, c'est un territoire. Un shooting resté célèbre l'illustre parfaitement. Dans une clairière des Landes, au lever du jour, elle apparaît nue, les pieds dans la terre, le visage tourné vers le ciel. La lumière est froide, l'image presque primitive. C'est sa propre idée. Elle voulait dénoncer la manière dont la mode déconnecte les femmes de leur ancrage. La photo fait le tour des galeries alternatives. Elle refuse qu'elle soit utilisée à des fins commerciales. L'art n'est pas une marchandise, tranche-t-elle. Sa manière de défiler dérange aussi. Pas de sourire figé, pas de regard vide. Elle marche comme on traverse un désert, avec lenteur et intensité. Certaines maisons ne la rappellent pas. D'autres, au contraire, ne veulent qu'elle, car elle ne se plie pas. Elle transforme le catwalk en territoire d'expression. Une directrice artistique dira d'elle « Chloé ne joue pas un rôle, elle est sa propre mise en scène ». Mais c'est surtout dans ses silences qu'elle est la plus éloquente. Elle ne commande jamais les polémiques, elle ne répond pas aux critiques. Elle disparaît parfois pendant des mois, sans prévenir, et revient sans explication, comme une marée imprévisible. Ce refus de justification, dans un monde d'hyper-transparence, est une forme de rébellion rare, une manière de dire « je ne vous dois rien ». Son parcours est tissé de ces petits actes de résistance. Elle soutient des marques éthiques, des jeunes créateurs sans budget, des projets sans retour financier. Elle refuse une collaboration avec une plateforme de fast fashion qui lui promet visibilité et argent. Elle choisit plutôt de participer à un documentaire sur les femmes pêcheuses de l'île d'Oléron. Là encore, sans cachet. Chloé Le Carreux, c'est l'anti-influenceuse, l'anti-star. Elle n'a jamais voulu incarner une époque. Et c'est peut-être pour cela qu'elle en est devenue le contrepoint le plus saisissant. Une icône involontaire, une voix sans micro, une présence qui dit non, mais dont le refus résonne plus fort que tous les slogans. Il n'y a pas eu de scandale, pas de titre en une, pas de communiqué officiel. Un jour, Chloé Le Carreux a simplement disparu. Son dernier défilé remonte à l'hiver 2021. Un show confidentiel à Copenhague pour une marque danoise engagée. Elle y apparaissait pieds nus, drapée d'un voile de lin brut, comme échappée d'un autre temps. Elle n'a pas parlé à la presse. Après le salut final, elle s'est éclipsée, sans un mot, sans un regard en arrière. Puis, plus rien. Plus de nouvelles campagnes, plus de photoshoots. Son compte Instagram s'est figé, une image floue d'une forêt dans le brouillard, aucun message, aucun adieu. Juste une absence, totale, tranchante. Le vide, et les murmures qui ont suivi. Certains ont parlé de burn-out, d'autres ont évoqué une rupture amoureuse violente avec un photographe new-yorkais, qu'elle n'a jamais confirmé. Quelques-uns ont suggéré un rejet radical du système, un besoin de se déprogrammer après des années de contrôle subtil et d'exposition constante, mais personne ne savait vraiment. Des rumeurs ont couru qu'elle vivait désormais dans un petit village près de Biarritz, dans une cabane en bois, sans électricité, qu'elle élevait des chèvres, qu'elle surfait à l'aube, qu'elle écrivait un roman à la main. D'autres affirmaient qu'elle travaillait comme bénévole dans une association de protection des oiseaux migrateurs. Tout semblait plausible, rien n'était vérifié. Un journaliste mode a tenté de la contacter pour un portrait hommage.
Elle a répondu par une simple carte postale. Un ciel bleu, sans mots, sans adresse. Une styliste a laissé entendre qu'elle aurait subi une opération qui l'aurait physiquement changée et qu'elle ne voulait plus être vue. Mais là encore, rien ne fut confirmé. La seule trace tangible de son retrait est un mail envoyé à son agence quelques semaines après sa dernière apparition. Une phrase sobre, sans signature. « Je me retire pour un temps indéfini. Merci de ne pas me chercher. » Depuis, silence. Et pourtant son absence est devenue une présence. Elle est partout, dans les discussions feutrées des studios, dans les souvenirs de ceux qui ont travaillé avec elle. Une photographe racontera « C'était la seule qui, même nue devant l'objectif, semblait habillée d'invisible. Elle portait quelque chose qu'on ne pouvait pas capturer. » Certains fans ont lancé un hashtag. #WhereIsChloé. Une page Instagram a même été créée, compilant toutes les supposées apparitions fantomatiques de la mannequin, ici dans un marché du Sud, là au bord d'un lac alpin. Mais aucune preuve formelle, juste une mythologie en expansion. Ce qui est certain, c'est que l'industrie a ressenti son absence comme une perte, non pas celle d'un top modèle de plus, mais celle d'un souffle différent, une manière de regarder, une façon d'être, une fracture dans le miroir. Dans un monde où tout est story, flux, réaction, sa disparition résonne comme un acte poétique, un dernier refus, le plus radical. Ne plus être là, ne plus se donner, se retirer sans s'expliquer. Comme une étoile qui s'éteint sans bruit, mais dont la lumière continue à voyager. Elle n'a laissé ni testament esthétique, ni déclaration finale. Et pourtant, Chloé Lecarreux continue d'exister dans les interstices du souvenir collectif, comme une silhouette que l'on croit apercevoir dans une ruelle, un regard croisé dans un rêve. Sa trace n'est pas dans les podiums les plus prestigieux, ni dans les campagnes millionnaires. Elle est ailleurs, dans l'intensité d'un refus, dans la douceur d'un silence, dans la beauté nue d'une authenticité sans compromis. Elle a prouvé qu'on pouvait être icône sans être omniprésente, influenceuse sans followers, manifeste sans discours. Les jeunes modèles qui arrivent aujourd'hui citent son nom à voix basse, comme une forme d'hommage discret. Certaines osent dire non grâce à elle. D'autres cherchent dans ses photos une manière d'exister autrement, de poser sans se plier, de marcher sans se vendre. Elle a ouvert une brèche. Et si son plus grand acte de rébellion avait été de disparaître, de refuser le feu des projecteurs pour redevenir simple, libre, invisible, de redevenir une femme entière, loin des flashs, des filtres et des jugements. On dit souvent que les étoiles filantes brûlent trop vite, mais peut-être que certaines, au contraire, choisissent de s'éteindre à temps pour ne pas trahir leur propre lumière. Chloé Lecarreux n'a jamais été oubliée. Nous avons simplement cessé de nous souvenir. Mais serions-nous prêts à la regarder aujourd'hui si elle revenait ?